Juste un petit mot avant l'épisode, vous trouverez dans les notes un lien pour un sondage. Je vous remercie de prendre 5 minutes pour le remplir, moi ça m'aidera à faire grandir la consulte. Vous écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je partage mon entretien avec Marion. Marion est médecin généraliste, installée seule dans son cabinet à la campagne, en Creuse. Et vous l'entendrez, ce n'est pas un échec, mais un choix volontaire de sa part. Marion a toujours su qu'elle voulait vivre et exercer en zone rurale, et elle a toujours été attirée par la médecine générale. Après une période de Covid très éprouvante, Marion décide de passer à l'action et part s'installer en Creuse. Dans cet épisode, Marion nous raconte son quotidien au cabinet, et si elle est seule médecin, elle est loin de travailler seule, puisque dans son équipe, il y a une secrétaire médicale, une assistante médicale et une infirmière en pratique avancée. Je vous laisse découvrir le parcours de Marion. Bonne écoute. Bonjour Marion. Bonjour Anne-Lise. Bienvenue à la consulte. Pour commencer, comme d'habitude, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Marion. Je suis médecin généraliste en libéral. J'ai 32 ans. Je suis installée dans un petit village de 500 habitants dans l'est de la Creuse depuis 1 an et demi, toute seule. Et ça fait 2 ans et demi que j'y suis parce que j'ai passé 1 an de collaboration. Voilà, donc j'exerce dans un cabinet individuel. Voilà, après je pense qu'il y a d'autres questions qui vont venir après, mais voilà. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non, après sinon, voilà, je pars sur mon mode d'exercice et je pense que les questions vont venir après. J'exerce toute seule en cabinet, en médecine, je fais de la médecine rurale, quoi, médecine de campagne. Eh bien justement, on va parler un petit peu de ton mode d'exercice, mais avant ça, je te propose qu'on essaye de raconter comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui. Et on va commencer par pourquoi tu as choisi de t'inscrire en médecine et est-ce que tu avais déjà ce projet à l'époque de t'installer à la campagne toute seule ? Ouais, de souvenir, je me suis inscrite en médecine, ça fait environ depuis mes 14 ans que je me dis que je vais faire médecin. À la base, je voulais aider les autres. Donc on m'a dit, je savais pas trop quoi faire au départ, pour aider les autres et puis on m'a dit: «Mais tu as 18 de moyenne, fais médecine en fait». Et puis ça a commencé à me trotter dans la tête et je me suis dit: «Bah oui, pourquoi pas». Donc je me suis inscrite en fac de médecine, après le bac, à mes 18 ans. J'ai passé ma première année du premier coup. Il y avait, quelque chose qui me tenait à cœur quand je me suis inscrite, ça aurait été de faire de l'humanitaire. Pour l'instant, j'en ai fait très peu, mais je pense que j'ai encore une bonne carrière devant moi pour en faire. C'est pas dans les projets immédiats, mais voilà, ça reste dans un coin de ma tête. Mais effectivement, j'avais à cœur d'aider les autres. Donc, vu la situation au niveau des déserts médicaux, et cetera, en France, je pense que c'est en partie ça aussi qui m'a poussée à venir m'installer dans un désert médical, de me dire que j'étais utile, en fait. Tu avais déjà conscience de ça quand tu t'es inscrit en première année de médecine ? Tu avais déjà conscience de la problématique de démographie médicale ? Non, pas du tout. C'est pour ça que j'étais partie, un peu plutôt sur de l'humanitaire et puis c'est venu au fur et à mesure de mes études effectivement, en plus, j'ai commencé mes études en 2009, je les ai terminées en 2018. Donc effectivement, ça a été toute une décennie où la problématique des déserts médicaux a grandi, en fait, hein. On en a parlé de plus en plus et en fait, je me suis dit que j'avais pas spécialement beaucoup envie de partir, dans d'autres pays, mais qu'en France, je pouvais me rendre utile, quoi. Et la Creuse, c'est un département dont tu es originaire, que tu connaissais ou pas du tout ? J'avais passé quelques vacances en Creuse quand j'étais petite, mais ce qui m'a amenée en Creuse, c'est surtout que j'ai une amie qui est venue, travailler ici. Donc une amie avec qui j'étais au lycée, qui est vétérinaire et donc qui s'est installée elle en Creuse, pareil voilà, qui fait de la médecine vétérinaire, rurale
Et puis en fait, en venant lui rendre visite, je suis un peu tombée amoureuse du département enfin, il y a des magnifiques paysages, les gens sont très accueillants, enfin voilà. Et puis le fait d'avoir une amie sur place, c'est vrai que pour une installation, au niveau de la vie privée, au niveau du réseau social, et cetera, enfin, ça sécurise, beaucoup et c'est beaucoup moins angoissant, d'arriver et de connaître déjà quelqu'un, plutôt que d'arriver, quelque part où on connaît personne, quoi. Alors, on va juste faire un petit aparté sémantique. On dit en Creuse, on dit pas dans la Creuse, parce que moi, mes profs à la fac, ils disaient que si on bossait pas, on finirait médecin généraliste dans la Creuse, mais on dit en Creuse en fait. Je sais pas, moi je dis en Creuse, mais on peut dire dans la Creuse. C'est comme on peut dire, en Essonne ou dans l'Essonne. Enfin, j'ai pris l'Essonne parce que je suis originaire de l'Essonne. Ou en Bretagne. Oui, on dit pas dans la Bretagne. On dit dans le Loiret. Enfin, je sais pas si on dit dans la Creuse ou en Creuse. Moi, je dis en Creuse, mais oui. Toi, tu dis en Creuse, ouais. Oui. Et tes profs, ils disaient quoi? Ils disaient, est-ce que toi aussi tu l'as entendu? Ouais, Ouais. mais ça, je l'ai entendu, Clermont-Ferrand, Limoges, vous voyez où c'est sur une carte. Bah, si vous travaillez pas, vous finirez médecin généraliste dans la Creuse. Ça, oui, je l'ai bien entendu. Et bon, ça m'a pas perturbée plus que ça. Alors, on va reprendre un petit peu le cours de tes études. T'étais quel genre d'étudiante? Plutôt studieuse, plutôt à faire la fête tout le temps, plutôt à tomber amoureuse de chaque spécialité dans laquelle tu passais en stage, ou médecine générale, ça a toujours été un objectif qui n'a jamais bougé? C'était comment pour toi? Je pense que j'étais plutôt studieuse. Je faisais un peu la fête, mais pas trop. J'essayais de travailler au mieux pour apprendre le plus de choses possible, sachant que j'ai pas une fibre d'apprentissage par cœur qui est très, très développée, donc c'était pas toujours facile. Hem Et puis, ouais, alors la médecine générale, je pense que quand je me suis engagée en médecine, je voulais faire médecin généraliste. J'avais l'idée de mon médecin de famille, de mon médecin de campagne, c'était ça le médecin pour moi. Donc c'est toujours resté en fond. Après je suis un peu tombée amoureuse de plusieurs spécialités quand même, notamment la diabétologie. Ça c'est venu au fil du temps. Au début, bah, j'étais un peu comme tout le monde, j'aimais pas ça. Et puis, finalement, les choses ont fait que je me suis retrouvée dans plusieurs stages où il y avait beaucoup de diabétologie à faire et finalement j'ai fini par être, plutôt à l'aise avec et par aimer ça, en fait. Donc, j'ai fini par faire un DU d'ailleurs, de diabétologie. À un moment donné, j'ai été tombée amoureuse de la chirurgie vasculaire. Quand j'ai découvert la chirurgie vasculaire, enfin j'ai pas fait de stage, mais tous les cours et cetera, je trouvais ça formidable ce qu'on était capable de faire. Bon, alors après c'était une spécialité où on était obligé de rester à l'hôpital toute sa vie, donc j'ai j'ai vite abandonné l'idée. Donc voilà. Donc oui, finalement, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont plu et puis, la médecine générale, c'est un moyen de faire, beaucoup de choses différentes, de pas trop laisser tomber, tel ou tel pan de la médecine et donc ça me convenait bien. Donc tu choisis médecine générale à l'internat sans trop te faire de nœuds au cerveau, sans trop te faire de nœuds au Tout à cerveau. fait. Et tu choisis quelle ville? J'avais choisi Paris sur le coup parce que, bah, donc j'ai fait mes études à Paris Sud 11. Et mon compagnon à l'époque venait d'avoir j'avais l'envie de déménager, en province et de faire mon internat en province, mais mon compagnon venait d'avoir un travail, sur Paris, donc on s'est dit qu'on partirait 3 ans après. Finalement, on est parti bien après, mais voilà. Donc déjà, à cette époque-là, au moment où tu choisis l'internat, tu restes dans cette optique d'être le médecin de famille installé à la campagne, et c'est ta vie privée qui te retient en région parisienne. Mais tu avais déjà cette vision un peu plus long terme d'aller vivre à la campagne Tout à fait. et de Après t'installer à j'ai la campagne. Oui, tout à fait, mais alors j'ai grandi à la campagne, même si j'ai grandi en région parisienne, j'étais vraiment à la limite de la région parisienne. Limite sud, dans la Beauce, pour ceux qui connaissent. C'est pas vraiment le même genre de campagne que la Creuse, mais ça restait un milieu assez rural et quand je suis montée à Paris, alors déjà, la première année de médecine à Paris Sud 11, elle se faisait à Orsay à l'époque. Je sais pas si c'est toujours le cas. Donc Orsay, ça reste semi-rural, bon, il y a un super campus, c'est très boisé et cetera, donc ça restait assez agréable.
j'avoue que je suis arrivée sur Crémer-Bicêtre, je me suis dit: «Mais comment je vais faire pour pas faire une dépression pendant les 7 ans qui me restent à venir, à habiter là-dedans et à vivre là-dedans et à étudier là-dedans?» C'est pas possible, quoi. Bon, finalement, je les ai faits, mais c'était oui, c'était pas, je m'y suis pas habituée, quoi. Dès que j'ai pu partir, on s'est de nouveau un peu éloigné dans l'Essonne et puis ensuite, on est parti à la campagne, campagne, quoi. Et mon compagnon était pareil. Enfin, mon mari maintenant. Tes stages, pendant l'internat, tu les as choisis dans des terrains de stage plutôt ruraux? Alors pendant l'internat, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, le premier stage, non, c'était, je suis restée dans la région parisienne. Après, il faut dire que je l'avais pas vraiment choisi parce que j'étais pas là le jour des choix de stage, de niveau 1. C'était quelqu'un qui l'avait choisi pour moi et puis de toute façon, j'avais pas trop le choix. Et puis, le deuxième stage, par contre, j'ai fait un stage, de SASPAS qui m'a beaucoup plu, où j'étais d'un côté en centre de santé, municipal, public, à Vitry-sur-Seine, et de l'autre côté, j'étais à Pucet en milieu rural, là où j'ai grandi en fait, pas très loin de chez mes parents. Et donc du coup, j'ai eu, 2 versions un peu de façon de travailler très différentes. À Vitry-sur-Seine, j'ai beaucoup aimé quand même parce que même si c'était en ville, on avait beaucoup de personnes, beaucoup de migrants, beaucoup de personnes, de milieux défavorisés. J'ai toujours, beaucoup aimé travailler avec ces gens-là parce que voilà, c'est des cas qui sont complexes, il y a de la polypathologie, il y a du social, voilà, j'ai peur de m'ennuyer en fait peut-être des fois, j'en sais rien, mais voilà. Et voilà, et à Pucet, bah, des agriculteurs et cetera et puis bon pareil, des gens, qui ont quand même pas mal de pathologies aussi, c'était un médecin donc médecin de campagne, tout à fait typique et qui avait une très grosse patientèle aussi, voilà et qui travaillait lui par contre, de 7 heures du matin à 22 heures. Enfin c'était affolant par contre donc là ça, je me suis dit: «Ça je ferai jamais». Mais voilà, il y a eu deux visions différentes, très différentes, de la médecine générale mais c'était vraiment bien. Et donc tu as pu construire, un petit peu à ce moment-là ta représentation de ce vers quoi tu voulais, aller? Tu te projetais déjà, dans une installation future? Hem, oui et alors c'était quand j'étais en stage d'ailleurs, je suis en train de réfléchir. Non, c'était même le stage d'avant où j'étais venue, visiter mon ami, vétérinaire et où je suis arrivée en Creuse et on m'a tellement bien accueillie où ça a commencé à me trotter dans la tête. Donc effectivement, ensuite, j'ai fait mon SASPAS et alors, à l'époque, je voulais quand même essayer la Bretagne. J'aimais bien la Bretagne. J'avais une amie qui voulait partir s'installer en Bretagne et d'ailleurs elle y est installée, maintenant. Voilà, puis finalement, bon, les choses ont fait, que ça s'est pas fait comme ça. Mais oui, oui, j'avais déjà l'idée, de partir m'installer, en milieu rural. Mais même pendant tout mon internat, puisque je me rappelle qu'à un moment donné, j'étais à Bichat en diabétologie et puis il y avait un des chefs qui m'appelait mon petit médecin de campagne parce que j'avais déjà expris le désir effectivement d'aller exercer, médecin généraliste à la campagne, quoi. Et tu te projetais déjà dans un exercice, en t'installant seule? Ou tu imaginais, je sais pas moi, une UMSP? Tu imaginais quoi comme, collègue à ce moment-là? Et ça, c'est une très bonne question. Je pense que dans le fond, je me suis toujours vue un peu seule, sauf à trouver justement une équipe qui vraiment me permettrait de travailler en équipe parce que alors ça va beaucoup mieux maintenant, mais pendant mes études, j'ai toujours eu beaucoup de mal à travailler en équipe et je me suis toujours vue comme quelqu'un qui avait des difficultés à travailler en équipe, et ça va beaucoup mieux maintenant justement aussi, grâce à mon SASPAS et au stage que j'ai fait, du côté de Vitry-sur-Seine où c'était une maison de santé et j'ai vraiment appris à travailler en équipe là-bas et justement j'ai trouvé une équipe qui était formidable et qui m'a un peu, «dédramatisé le travail en équipe» entre guillemets et grâce à eux d'ailleurs, enfin, on va parler je pense un peu plus tard de ma pratique actuelle et je pense que il y a une bonne partie qui vient du fait, voilà, de ce que j'ai appris, dans ce centre de santé, concernant le travail en équipe, quoi. Et effectivement, mais je me suis toujours vue, plutôt m'installer toute seule,
Après voilà, on a besoin de pas être tout seul. Je m'en rends bien compte mais c'est vrai que si je dois chercher un collègue actuellement, je vais pas prendre n'importe quel collègue qui viendrait et je préférais avoir une personne avec qui je partage, une même vision du soin, une même vision du travail en collaboration et cetera, plutôt que de me mettre, voilà, je préfère être seule que mal accompagnée mais j'aimerais bien être bien accompagnée. Et donc, à la fin de ton internat, tu t'installes pas tout de suite par contre. Tu as fait autre chose avant d'aller t'installer. Et qu'est-ce que tu as fait et pourquoi tu t'es pas installée tout de suite alors que c'est un projet qui te tenait à cœur depuis quelque temps déjà? Alors je me suis pas installée tout de suite, premièrement parce que j'avais pas fini ma thèse, j'avais besoin de terminer ma thèse avant de finir. Je me sentais pas aussi, justement comme je me voyais plutôt m'installer toute seule ou en tout cas que je cherchais pas, activement à m'installer avec quelqu'un, à m'installer absolument avec, des gens. Je voulais être plus sûre de moi, avoir plus d'expérience, j'ai voulu faire des remplacements. Donc j'ai commencé par 7 mois de remplacement, à temps plein dans le centre de santé de Vitry, en poursuite de mon Saspas. Et puis bon, au bout de ça faisait 11 mois finalement que j'étais à Vitry et j'adorais l'équipe et j'adorais le travail qu'on faisait là-bas, mais j'en pouvais tellement plus de la ville que là, pour le coup, j'ai fini par prendre mes clics et mes claques et puis, voilà, je suis partie remplacer à la campagne. Donc là, je me suis mise en libéral à ce moment-là et j'ai fait des remplacements, un petit peu partout en France. Je faisais une semaine ou 2 par-ci, une semaine ou 2 par-là, des remplacements occasionnels. Je remplaçais les médecins pendant leurs vacances, donc du coup, j'ai fait la Bretagne, j'ai fait, dans le Jura, j'ai fait les Ardennes. Alors j'ai fait un peu partout sauf en Creuse. J'ai pourtant cherché des remplacements en Creuse, mais j'avais pas trouvé sur le coup. Voilà, bon, j'ai fait Angoulême, Nantes, et cetera. Enfin, voilà, j'en ai fait pas mal. Donc pour me faire un peu d'expérience, pour voir aussi, où est-ce que je pourrais m'installer. Effectivement, la Bretagne, j'ai beaucoup, beaucoup hésité. Puis finalement, la place que je voulais prendre en Bretagne, un de mes amis l'a pris et ça se passe très bien et je suis très heureuse pour lui. Et voilà. Et puis après, j'avais toujours pas passé ma thèse dans l'histoire. Le Covid est tombé. J'ai annulé mes remplacements en province parce que j'étais cas contact, que voilà, je voulais pas. Je baignais un peu dedans, quoi, et je voulais pas apporter le Covid dans les remplacements en province. Voilà. Et puis on avait plus besoin de moi en province, à Paris. Donc je me suis engagée chez SOS Médecins pendant quelques mois, pendant la première vague. Donc ça, c'est pareil. Moi qui voulais de l'expérience, c'était bon. Ça, ça fait pas mal d'expérience. Et puis après, une fois que tout ça a été fait, j'ai passé ma thèse pendant le premier confinement avec 3 personnes dans la salle. Et, et puis je me suis rendue en Creuse pour commencer un contrat de collaboration avec mes prédécesseurs fin 2020. Et ce contrat de collaboration, comment tu l'as trouvé? Parce qu'en plus, tu as dit que tu n'avais même pas remplacé en Creuse. Je comprends bien que le département pouvait t'attirer parce que c'est une zone rurale et que c'est ce que tu cherchais. Tu disais aussi que tu avais une amie sur place. Mais concrètement, tu t'es engagé dans une collaboration que tu as trouvé comment? Comment s'est fait le feeling avec les médecins avec qui tu allais travailler? Raconte-nous. Alors, effectivement, au sortir de la première vague, j'avais un peu abandonné mes projets j'étais un peu, en «roue libre» entre guillemets. Bon, je pense que comme beaucoup de médecins, j'ai pas du tout bien vécu la première vague, de Covid. Surtout voilà, ouais, j'étais toute seule dans ma petite voiture toute la journée avec SOS Médecins et tout. Enfin, ça donne beaucoup d'expérience, mais c'est vraiment extrêmement angoissant. Et je suis sortie de là et j'avais même plus de projet, quoi. J'étais en roue libre, je savais même pas ce que j'allais faire dans les mois qui suivaient et pourtant j'avais passé ma thèse et je m'étais dit que dès que je passerais ma thèse, j'irais m'installer, mais là j'étais même pas et puis bon, ça m'est venu un peu comme ça et je me suis dit: «Non mais en fait, il faut que je me reprenne, il faut que je cherche, ce que je peux faire parce que sinon, je reste comme ça pendant 1 an et j'attends que ça se passe». Donc je me suis remise à chercher un petit peu en Creuse donc j'en ai parlé à mon compagnon aussi parce qu'en fait, l'amie, que j'ai, c'est une amie commune, hein.
Et puis j'ai cherché un peu dans le Puy-de-Dôme, la Creuse, et cetera, des endroits où j'avais pas encore été pour justement faire des remplacements, faire peut-être un peu de collaboration, des choses comme ça. J'ai trouvé plusieurs endroits, en cherchant sur les sites. Alors il y a Média Santé, il y a Médical RH ou je sais pas quoi. Enfin bon, il y a plein de sites ou d'entreprises de mise en relation des médecins et des remplacés et des remplaçants, pardon. Donc voilà, j'ai trouvé via une annonce, et puis je cherche et puis finalement je me rends compte que c'est vraiment à 10 kilomètres de l'endroit où mon ami exerce, quoi. Donc je me suis dit, ben top, je vais aller voir, quoi. Et j'ai vu 2 ou 3 autres sites qui étaient plus éloignés. Et puis alors moi j'avais besoin à ce moment-là, pour le coup, moi qui suis d'habitude assez autonome, qui préfère travailler toute seule, et cetera. Là pour le coup j'avais besoin de pas être toute seule. Ne serait-ce que pour m'installer, parce que on sortait d'une période tous difficile. Donc j'avais besoin de pas être toute seule, donc je cherchais un contrat de collaboration parce que la collaboration, c'est entre le remplacement et l'association, l'installation, en fait, hein, on est moins contraint, on n'a pas beaucoup d'administratifs ni de paperasse à faire, et cetera. On doit une rétrocession à notre collaborateur, mais voilà, finalement, tout ce qui est les contrats d'embauche, les salaires, et cetera, des secrétaires, c'est pas nous qui gérons, quoi. Donc la comptabilité, c'est un peu comme celle d'un remplaçant, quoi, avec quand même un petit peu plus d'engagement. Et puis ça permet, et puis voilà, une fois que le contrat de collaboration est fini, si on veut pas rester à cet endroit-là, on peut partir, ou alors on peut faire une succession si ça nous plaît, quoi. Donc c'était un bon compromis. Et effectivement, j'ai cherché un peu ailleurs, et ailleurs, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'était soit il y avait d'autres médecins, mais c'était un simple partage des locaux, et puis ils allaient pas m'aider, quoi. Soit en fait, c'était vraiment le seul endroit où là j'ai rencontré les médecins. Ils m'ont dit: «Ah bah le contrat de collaboration, on sait pas ce que c'est, mais oui, oui, on va regarder et puis on fera bien comme vous voulez, quoi». Et donc en gros, ils m'ont accueilli quand même à bras ouverts. Ils étaient 2, ils avaient pour projet de partir à la retraite 1 an plus tard, donc ils avaient vraiment besoin de quelqu'un. Et donc ils ont essayé de faciliter au mieux, enfin, mon arrivée, quoi. Et voilà, si j'avais un besoin de conseils, je pouvais leur demander. Enfin voilà, il y a eu une succession qui s'est faite sur 1 an, et qui a apporté un certain confort, dans l'arrivée dans un nouveau département, dans une nouvelle pratique, et cetera. Donc tu cherchais une collaboration pour ne pas être seule et pour avoir de l'aide, un cadre, mais en même temps, tu t'engages dans quelque chose où tu sais très bien que cette collaboration va être provisoire puisque les personnes avec qui tu vas travailler vont partir en retraite. Et donc il y a déjà cette idée que tu vas leur succéder et te retrouver toute seule dans leur cabinet, en fait. Ouais, alors à l'époque, j'espérais vraiment. On a continué à chercher un deuxième médecin, et c'était peut-être de la naïveté de ma part, mais j'espérais vraiment qu'il y ait quelqu'un qui puisse me rejoindre avant qu'il parte en retraite ou pas longtemps après, quoi. Ça n'a pas été le cas, donc je suis toute seule maintenant. Et ça t'a plu, en fait, parce que t'arrives, donc t'as ces médecins qui t'accueillent, qui s'adaptent à tes conditions, qui ont vraiment envie, j'imagine, que tu reprennes le cabinet, la patientèle. Et bah oui, non, mais Et c'est ça toi, qui ça t'a m'a plu, en convenu? fait, hein. Enfin, Tout à fait. ouais. Bah, ça m'a co oui, c'est ça, enfin, ça m'a convenu dans le sens où, bah, où il y avait une certaine liberté, en fait. Je pense qu'il y avait ça, enfin, je cherchais de l'aide, mais je cherchais à conserver ma liberté, en fait. C'est vrai qu'on est toujours, parfois ambivalent par rapport à ça, mais m'installer dans une MSP où, il y a déjà tout un fonctionnement qui est en place, où il y a déjà plusieurs médecins, et cetera, ça me ça m'attirait pas plus que ça. Je pense que enfin, peut-être que j'aurais pu m'y adapter, et cetera. Mais là, le truc, c'est qu'effectivement, il y avait quelque chose de temporaire dans le fait de travailler en collaboration. À la fois, et ben, ils étaient là au moment où j'en avais besoin, en fait. Et d'un autre côté, bah, après on va en parler un peu sur ma pratique, je pense, mais il y avait vraiment un énorme potentiel à développer sur ce cabinet, sur cette équipe de soins primaires, et cetera. Et donc ça me laissait la liberté de le faire, même avant qu'ils partent et puis une fois qu'ils seraient partis, et cetera.
Je pense qu'il y avait le fait d'être, moi-même la perspective en fait d'être ma propre patronne qui me plaisait aussi. Mais en fait avec tous les avantages parce que je suis en collaboration, je suis pas toute seule, on m'aide, voilà et puis, d'un autre côté, bah, après à la clé, ben, j'ai ma petite entreprise, quoi. Ma petite entreprise et c'est moi qui décide comment ça se passe, quoi. Et ça, c'était quelque chose que je voulais, je pense. Si je résume, tu termines ton internat, tu fais des remplacements pour te laisser le temps de soutenir ta thèse, pour, faire grandir ton expérience, pour découvrir un petit peu la France et les endroits où tu pourrais avoir envie de t'installer parce qu'à terme, c'est ton projet de t'installer. Arrive le covid qui est une période, difficile pour toi et à la fin de la première vague, il faut que tu te mettes en action et en même temps, tu as besoin d'être rassuré et finalement, tu trouves ce cabinet qui est dans un endroit qui te plaît, près d'une amie donc qui te correspond peut-être au niveau environnement et cette opportunité professionnelle que tu trouves, c'est vraiment un tremplin, quelque chose qui peut t'amener en douceur vers là où tu veux être, c'est-à-dire être alors j'ai compris que seul c'était pas forcément ton souhait, mais en tout cas être autonome dans ton cabinet, mais autonome dans ton cabinet avec une équipe de soins primaires comme tu le disais. Oui, je pense que c'est très bien résumé. J'ai rien à rajouter. Alors, parle-nous justement de ton mode de fonctionnement. Ça, pour être très concrète, ça ressemble à quoi, une journée ou une semaine, dans ta vie de médecin généraliste? Comment tu travailles? Alors, il y a rien d'extraordinaire vraiment, enfin, il y a rien qui me semble extraordinaire. Bah, j'arrive au cabinet alors le matin, je fais des consultations, donc j'arrive au cabinet le matin. Alors j'ai donc une secrétaire et une assistante médicale, donc j'ai 2 employés à temps plein. Donc la secrétaire, c'est moi qui la paye, l'assistante médicale, j'ai l'aide à l'embauche d'une assistante médicale, donc j'ai des aides pour pouvoir assurer son salaire. Donc la secrétaire, elle est là, elle à 8 heures, moi j'arrive à 9 heures. Mon assistante médicale arrive en même temps que moi, donc j'ai une assistante donc l'assistante médicale, elle me fait des pré-consultations. Elle prend les patients, avant que je les vois en consultation, elle leur prend la tension, elle leur demande pourquoi ils sont là. Elle essaye de hiérarchiser un petit peu les motifs de consultation, quand elle y arrive et quand c'est pas trop difficile. Voilà et puis, donc voilà, elle débrouille un petit peu la consultation, ça les fait patienter un peu quand je suis en retard, parce que je suis souvent en retard. Donc voilà, après moi je prends les patients, je fais ma consultation normale. Donc ça c'est le matin, je fais mes consultations. En début d'après-midi, généralement, entre 14 et 17 heures, je vais voir les patients à domicile pour les visites, ceux qui peuvent pas se déplacer, sauf le mardi après-midi où je vais à l'EHPAD. Et voilà, puis après je reviens faire 2 heures de consultation le soir, de 17 à 19 heures, en essayant de pas me mettre trop en retard et puis en essayant de pas terminer trop tard non plus avec toute la paperasse qu'il y a à faire, ensuite. Alors, moi, je suis pas généraliste et je connais pas très bien, mais donc ton assistante médicale, elle est là tous les matins, c'est bien ça? Oui. Et elle fait des pré-consultations? Qu'est-ce qu'elle a le droit de faire, de pas faire? Est-ce qu'elle examine un petit peu les gens? Est-ce que, pour toute la partie un peu plus, administrative, je sais pas moi, préparer un bon de transport, est-ce qu'elle peut faire ce genre de choses? Comment ça se passe? Oui, bah, effectivement, c'est un peu ce alors elle examine pas les patients en termes d'auscultation et cetera. Ça reste moi qui le fais. Par contre, elle prend les constantes, c'est-à-dire elle prend, la tension, elle prend la saturation et cetera s'il y a besoin, elle les pèse, elle les mesure s'il y a besoin, voilà. Effectivement, donc comme je l'ai dit, elle récupère un peu, les motifs de consultation et cetera et elle me fait pas mal d'administratifs, les bons de transport. Alors elle peut pas les signer, mais elle les prépare et puis après, les patients, quand ils ont besoin de leur bon de transport, ben, ils viennent, elle les prépare en pré-consultation et puis ensuite, ils arrivent avec, le bon de transport en consultation et je le signe. J'avoue que des fois la secrétaire aussi le fait quand, c'est des gens qui viennent, voilà, qui viennent pas en consultation mais qui ont besoin de leur bon de transport. La secrétaire aussi, c'est parfois elle qui les prépare, elle a voilà, elle a bien l'habitude, elle connaît tous les patients
et elle connaît un peu, voilà, elle connaît bien les limites, du bon de transport. Ce que l'assistante médicale me fait et ce qui est génial, c'est les certificats, type MDPH, APA et cetera. En fait, on a plein de, alors je sais pas quelle est ta spécialité du coup? Parce que je sais pas si, je suis désolée. Alors moi, je fais de la médecine physique et réadaptation, donc Ah oui. y a pas de souci. Donc autant te dire que les certificats MDPH, je les connais. Voilà et ben, donc c'était pour savoir un peu si tu voyais ce que c'était, mais tu vois bien ce que c'est. Donc effectivement, Oui. elle me pré-remplit les certificats MDPH. Alors après moi je relis, hein, évidemment, s'il y a des choses à corriger, je corrige, voilà, mais en tout cas, tout ce qui est un peu grille à agir et cetera, les patients, elle les alors, comme moi je suis en visite parce elle fait 9h-19h comme moi. Mais sauf que quand je suis en visite, elle est pas avec moi, je suis toute seule, donc entre 14 et 17h, en fait, souvent, c'est ce qu'elle fait. Soit elle rappelle les gens ou soit, mais des fois, quand c'est un peu difficile au téléphone, elle les fait venir au cabinet et en fait, elle fait une espèce de petite consultation où elle fait que de remplir le certificat MDPH et elle fait la grille, l'espèce de grille, enfin, c'est pas une grille à agir, mais voilà, mais même pour les certificats Mmh. APA, il y a une grille à agir. Donc tous les trucs là, est-ce que vous pouvez manger, marcher tout seul, machin et cetera. Tous les trucs à cocher, elle les fait et puis, voilà, elle essaie de remplir un petit peu le reste, pour m'avancer, ce qui est vraiment bien parce que, enfin, tu vois bien comment c'est les certificats MDPH, ça prend un temps fou. Elle Oui. fait la même chose, voilà, pour le certificat APA, pour, les demandes d'entrée en EHPAD, qui sont tous un peu des dossiers, voilà, d'évaluation de la dépendance. Donc ça, elle sait très bien le faire maintenant, donc ça avance, pas mal de choses effectivement. Et cette assistante médicale, elle était déjà présente, avec, les anciens médecins qui étaient au cabinet ou c'est, une innovation de ta part? Et qu'est-ce qui t'a si c'est une innovation de ta part, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce mode de fonctionnement? Alors elle était déjà présente en tant que secrétaire parce que, donc eux, ils avaient chacun leur secrétaire, les 2 médecins avant. Ce qui est pas du luxe, hein, parce que moi j'ai 2 employés et vraiment, c'est pas du luxe du tout là où je travaille. Donc ils avaient chacun leur secrétaire et quand eux sont partis à la retraite et que moi je me suis rendue compte que je serais toute seule, je me suis dit: «Comment je vais faire pour garder les 2 emplois?» parce que ça va pas être évident. Et en fait, c'est, ma prédécesseur qui a eu l'idée, entre guillemets et puis je pense que Edwige, mon assistante médicale, avait déjà un peu l'idée de faire cette formation, en fait, mais elle avait pas eu trop l'occasion et donc on s'est toutes, mis d'accord, pour qu'elle fasse cette formation, ce qui me permettait d'avoir l'aide pour conserver son emploi. Et puis, à elle aussi de faire progresser un petit peu sa carrière, et puis en fait, moi, je regrette, pas du tout d'avoir conservé les 2 emplois parce que comme je dis, c'est vraiment indispensable en fait, elles chôment pas, hein, toute la journée, elles sont là, du matin au soir et elles s'ennuient pas, quoi. Et tu sens vraiment qu'elles te font gagner du temps, qu'elles te facilitent le travail, qu'elles te permettent de voir peut-être plus de gens ou d'être, plus efficace? À toi, dans ta pratique, concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte? Oui, je pense que ça m'apporte pas mal de choses, que ça soit l'une ou l'autre, la secrétaire, ben, voilà, elle prend tous les rendez-vous. Moi, mon temps de consultation, c'est du temps purement médical. J'ai que 15 minutes de consultation. Alors souvent, je me mets en retard parce que je dépasse, mais par exemple, la secrétaire fait la facturation, donc j'ai pas à passer les cartes. Donc la secrétaire fait la facturation, elle prend tous les rendez-vous, sachant que enfin, franchement, elle y passe un temps fou à prendre les rendez-vous parce que, on est dans une région où les gens n'ont pas forcément trop internet. J'ai une population assez âgée, donc prendre rendez-vous sur Doctolib et tout, c'est même pas la peine d'y penser. Donc soit ils se déplacent au cabinet, soit ils appellent. Donc avoir une secrétaire sur place, c'est indispensable. Et puis, l'assistante médicale, oui, alors déjà, les rendez-vous juste pour les certificats MDPH, je n'en ai plus parce que c'est elle qui les fait. Bah, c'est super parce qu'en fait, des fois, ça prend, un rendez-vous juste pour faire un certificat MDPH parce que c'est tellement long, et là, en fait, ce rendez-vous-là, bah, il est donné à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui en a besoin, quoi. Enfin, qui a un problème de santé, voilà, qu'il faut soigner, quoi. Donc il y a ça et puis même les préconsultations, ça m'avance pas mal parce que le vendredi, par exemple, elle les fait pas parce qu'elle est toute seule et oui, je sens quand même la différence.
Et puis l'autre jour, par exemple, là, j'interviens dans un foyer de personnes handicapées près de chez nous. Et là, depuis, ça fait 2 fois que je suis intervenue et j'ai emmené mon assistante médicale avec moi. Parce que bah, c'est pareil, ces personnes handicapées, il y a énormément de paperasse à faire, des certificats à tire-larigot. Et donc là, ouais, j'ai senti la différence. J'y suis allée hier. Elle était à côté de moi, elle a fait tous les papiers et moi, j'ai fait que devoir. Elle m'a des patients et j'ai fait que du médical. Et c'est super agréable en fait. Donc, donc oui, ça apporte un certain confort, effectivement. Ce que j'ai l'impression, c'est que finalement, elle arrive à comprendre et peut-être même anticiper ta pratique pour vraiment faire les choses comme tu les aurais faites quand c'est le moment de les faire, en fait. C'est ça? Oui, alors en plus, je pense que les assistantes médicales sont formées pour ça, parce que quand elle m'a parlé de sa formation, elle m'a effectivement dit que dans sa formation, voilà, on leur disait que, elles sont là pour le médecin, qu'il faut qu'elles essaient d'anticiper les besoins, que donc voilà, c'est quelque chose aussi qu'on leur apprend en formation à ces assistantes médicales, à anticiper les besoins du médecin et puis on peut pas toujours anticiper, mais moi quand j'ai besoin de quelque chose, je le fais et puis, par exemple, pour le certificat, au début, bah, effectivement, elle savait pas bien faire et puis après, j'ai dit: «Bah, non, là, tu vois, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça». Bon, bah, voilà, après, elle apprend et elle s'adapte et voilà, ça se passe bien. En fait, j'avais en tête mes souvenirs d'externe et tu vois, l'interne qui dit à un patient, ben, on va faire une radio et enfin moi j'étais l'externe et j'étais déjà en train de faire le bon de radio. Tu étais une très bonne externe alors. Mais en fait, moi j'adorais ça. Bon, je vais raconter ma vie 2 secondes, mais tu vois, observer la situation, comprendre ce qui se passe pour faire avancer les choses, pour aller plus vite en fait. Et j'ai l'impression que ce que tu décris du métier d'assistante médicale, c'est un peu ce côté, pas où on a un coup presque où on a un coup d'avance en fait, dans le sens où on sait s'il y a un protocole, s'il y a des habitudes de fonctionnement, on sait anticiper et du coup on gagne en fluidité. J'ai l'impression que c'est ça que tu décris en tout cas de ta collaboration avec cette assistante médicale. Oui, je pense que c'est tout à fait ça parce que, par exemple, hier, elle est venue au foyer de Châtain, donc voilà, à côté de là où je travaille avec moi et effectivement donc la première fois c'était un petit peu fouillis et là elle avait pris ses marques et c'était bon, j'ai même rien eu à lui dire. Elle a fait ses trucs, elle a pris les dossiers, elle a vu avec l'éducatrice qui était sur place, ce qu'il y avait à faire, de son côté et en fait moi j'ai rien eu à dire pour qu'elle fasse ce qu'il y avait à faire et à la fin de la séance, c'était tout bien fait et voilà. Et donc oui, c'est un peu ça et je pense qu'elle répondra mieux que moi à cette question, mais je pense qu'elle voit les choses comme ça elle aussi, quoi. Quand on en parle, effectivement, c'est ce qu'elle rapporte, voilà. Je sais que souvent elle essaie de s'avancer, elle essaie d'anticiper. Alors des fois elle anticipe et puis finalement, je dis: «Ma pauvre, en fait, il fallait pas faire ça et puis tu as travaillé pour rien», mais mais bon, voilà, c'est le jeu, c'est le jeu, quoi. Oui, et puis il faut bien que tu aies une valeur ajoutée à repérer les situations qui sortent un petit peu du cadre habituel. Et parce que sinon tu sers plus à rien si elle fait tout le boulot. Oui, oui, non, mais c'est sûr, oui, oui, donc non, tout à fait. Après voilà, elle fait pas les renouvellements de traitement, elle fait pas l'examen des patients, voilà. Après c'est pour ça j'ai mon infirmière de pratique avancée aussi, parce que je travaille aussi avec une infirmière de pratique avancée, qui a un rôle, tout autre, donc heu, donc voilà. Et alors, je suis hyper curieuse de comment on travaille avec une infirmière de pratique avancée. Je sais que c'est un sujet qui déchaîne les passions, Ouais. mais du coup, je suis bien, je suis bien contente d'en parler avec toi parce que concrètement, comment ça marche? Comment toi, dans ta pratique, vous vous articulez? Raconte-moi. Ouais, alors je vais raconter ma pratique à moi parce que de ce que j'entends, c'est pas forcément comme ça que tout le monde fonctionne et je pense que chaque médecin et chaque IPA, enfin chaque, couple médecin-IPA va va avoir, besoin de travailler différemment ou comme enfin voilà. Donc nous en fait, ce qu'il y a donc c'est une infirmière de pratique avancée spécialisée dans le suivi des pathologies chroniques, stabilisées.
Donc tout ce qui est, pathologie cardiaque, diabète, elle fait aussi un peu les pathologies neurologiques ou pulmonaires. Donc pour l'instant, ça fait 1 an qu'elle est installée. Donc elle a fait beaucoup, cardiaque et diabète parce que c'est un peu plus son orientation, mais voilà, elle est capable de faire, pulmonaire et neuro aussi. Hem, donc pareil, en fait, c'était une infirmière d'ici. C'est une fille, qui a grandi, dans la Creuse, qui était infirmière dans la ville d'à côté et qui s'est présentée à nous, en disant: «Bah, voilà, je suis en train de faire la formation pour faire infirmière de pratique avancée, voilà, est-ce que vous voudriez bien travailler en collaboration avec nous?» Et puis alors moi, c'est pareil, au début, infirmière de pratique avancée, bon, oui, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Machin. Et puis finalement, en fait, ça a super bien matché. Là, pour le coup, j'ai une chance extraordinaire d'être tombée sur elle. Ça aurait été une autre infirmière de pratique avancée, ça aurait été bien aussi, mais là, je pense qu'il y a vraiment un feeling, au niveau du travail, qui est très, très bon. Donc l'infirmière de pratique avancée, nous, ce qu'on fait, c'est que pour mes patients qui sont stabilisés, donc c'est-à-dire où il y a pas besoin de changement de traitement a priori, mais en fait, j'ai une très bonne population pour faire ça. C'est-à-dire que j'ai des patients qui sont stabilisés, mais qui peuvent avoir plusieurs LD, par exemple, hein. J'en ai qui ont, diabète, antécédent d'AVC, antécédent d'infarctus et cetera. Donc ils sont fragiles, mais ils sont stabilisés et donc ceux-là, je trouve qu'ils sont très bien pour l'infirmière de pratique avancée parce que ça permet, moi, de les voir tous les 6 mois, mais elle fait un contrôle entre-temps. C'est-à-dire qu'ils sont vus quand même tous les 3 mois, vu qu'ils sont quand même assez fragiles. Ça permet de conserver un rythme de consultation, correct, parce que je trouve que tous les 6 mois, ça fait beaucoup, hein, pour des patients qui sont comme ça. Et même si je sais que malheureusement, j'ai beaucoup de confrères qui sont obligés, du fait d'une patientèle, plus importante encore que la mienne, de voir leurs patients, polypathologiques mais stables, que tous les 6 mois. Donc moi, c'est ce que je fais, mais j'ai quand même l'infirmière qui vient contrôler entre-temps, elle leur fait leur renouvellement de traitement. Elle apporte un plus, hein, c'est pas que, du pis-aller, hein, vraiment, parce qu'elle, elle a une, consultation qui peut durer entre 30 minutes, 45 minutes, 1 heure et demie s'il y a besoin. Donc elle apporte un plus dans le sens où elle va faire aussi tout ce qui est un peu médico-social autour, vérifier l'environnement et cetera. Elle a le temps de plus parler avec eux. Moi, les patients qui sont diabétiques, par exemple, ça m'avance beaucoup parce que finalement, elle leur fait, les monofilaments, elle leur fait, tout le bilan de diabète, en fait, hein. Elle vérifie qu'ils ont bien eu leur prise de sang, qu'ils ont bien été chez l'ophtalmo, qu'ils ont bien été chez le cardio et cetera et puis ça prend un peu de temps, ça, en consultation. Donc comme elle a le temps, bah, c'est elle qui le fait. Voilà et puis elle fait les renouvellements de traitement. Là, on avait une infirmière azalée aussi jusqu'à présent, donc elles travaillaient bien en collaboration toutes les 2. Elles s'étaient réparties les tâches. Donc là, notre infirmière azalée va partir, pour d'autres aventures, travailler en EHPAD et donc mon infirmière, de pratique avancée va reprendre un peu le travail d'éducation thérapeutique aussi, qui a été fait par, l'infirmière azalée. Les sevrages tabac aussi et cetera donc voilà. Alors faut savoir que leurs consultations, elles sont payées par forfait. Donc en fait, elles peuvent coter qu'une seule fois le forfait pour tout le trimestre et donc voilà, en fait, si elle fait, 5 consultations dans le trimestre, elle est payée pareil que si elle fait une seule consultation. Mais j'ai une infirmière de pratique avancée qui est prête à faire, oui, à voir plusieurs fois les gens, dans le trimestre, sans souci, voilà. Donc je trouve que ça apporte vraiment un plus, quoi. Et alors, petite question très pratique, elle les voit à son cabinet ou elle va à domicile? Alors, il y a donc du coup, il y a un deuxième cabinet qui est libre chez moi, donc les gens qui sont capables de se déplacer, elle fait comme moi, en fait. Les gens qui sont capables de se déplacer, au cabinet, elle les voit au cabinet et effectivement, il y a certaines personnes qu'elle va voir à domicile. Alors il y en a moins en moins parce qu'au début, je sais qu'elle, elle aimait beaucoup faire les visites à domicile. Simplement, les patients qui peuvent pas trop se déplacer, généralement, ils sont pas très stables non plus. Donc enfin, en tout cas, moi, les miens, ceux qui sont à domicile, plus ça va, plus ils ont besoin d'être vus, régulièrement et malheureusement,
ils sont pas très, très stables donc on a essayé un petit peu, des fois elle vient en soutien, mais finalement les renouvellements de traitement et cetera, c'est moi qui y vais. Alors j'ai un patient pour qui, par exemple, elle repasse après, pour, faire un petit peu tout ce qui est suivi des spécialistes et cetera, parce qu'il a tendance à se laisser dépasser par les suivis des spécialistes. Donc elle reprend tout ça avec lui, mais c'est moi qui fais le suivi médical, quoi. Donc ouais, je sais pas, je pense qu'elle fait encore un peu de visite à domicile quand même, mais elle fait beaucoup de cabinets, je pense. Et donc elle travaille dans ton cabinet, c'est la porte juste à côté et s'il y a enfin, si elle se rend compte, au moment d'une de ses consultations que, j'en sais rien moi, le patient qui est censé être stable, finalement il a pas l'air aussi stable, que prévu. Elle toque à ta porte, tu vas voir le patient, comment ça se passe? Oui, 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 ça arrive effectivement qu'elle ait quelque chose à me demander ou qu'elle ait un doute sur un patient ou effectivement que le patient soit pas stable et si je suis à côté à ce moment-là, ben, je me déplace et je vais voir le patient pour l'aider. Il arrive parfois aussi que soit elle soit à domicile, soit elle soit au cabinet, mais que moi, par exemple, je sois partie à l'EHPAD ou en visite. Dans ce cas, bon, elle m'appelle et puis on essaye de régler les choses au mieux et vraiment si on n'arrive pas à s'en sortir au téléphone, ce qui peut arriver, on essaye de recaser le patient, sur une consultation d'urgence avec moi, soit le jour même, soit le lendemain, enfin en fonction de ce qu'on évalue, au téléphone, quoi. Ou des fois, je lui dis: «Bah, écoute, là, appelle le 15 parce que c'est trop grave» et puis elle appelle le 15 et voilà. Ça arrive rarement. Mmh. Elle a pas le droit de modifier le traitement, en fait, même si c'est par téléphone, j'en sais rien moi, tu peux pas lui demander d'augmenter une posologie, même dentalgique ou ça Alors, elle a les pas le droit de le faire? médicaments les médicaments qui sont déjà prescrits, elle peut changer les posologies des médicaments qui sont déjà prescrits. Après pour les primo-prescriptions, normalement c'est à moi de le faire, mais on essaie de s'arranger, des fois par téléphone on fait, je lui dis: «Bah, voilà, enfin, je commence à bien les connaître et puis, j'ai un logiciel qui me permet d'avoir accès, au dossier de mes patients, de n'importe quel ordinateur ou même de mon téléphone portable. Donc des fois, voilà, elle me dit et puis, je regarde et puis, voilà, je lui dis ce que j'en pense et puis, on se débrouille pour faire passer l'ordonnance, comme ça au patient, sans que j'ai forcément besoin de le revoir en consultation, quoi. Mais voilà, on fait pas des grosses modifications généralement, si vraiment il y a besoin, voilà, s'il y a quelque chose qui est trop instable, évidemment, elle le réoriente vers moi et je le revois dans les jours suivants, en consultation, quoi. Ça arrive pas très souvent. En fait, j'ai l'impression qu'on se rapproche vraiment des fois d'un fonctionnement presque, plus hospitalier où la personne qui voit le patient en premier, c'est l'infirmière et qui va aller dire aux transmissions le matin au médecin, «Ah machin, monsieur untel, hier ça allait, maintenant ça va plus», et je trouve que ça remet vraiment l'infirmière, en premier et le médecin devient un deuxième recours et je trouve ça hyper intéressant comme collaboration, mais j'ai quand même l'impression que ça nécessite vraiment de travailler ensemble, de se connaître et d'échanger et de pouvoir en discuter peut-être des fois entre 2 de manière un peu informelle, parce qu'on sait bien que dans l'état clinique du patient, il y a des fois, tu vois, connaître un patient, c'est pas, juste connaître son dossier, c'est aussi voir un peu la façon dont il se comporte, il y a des choses qui sont pas forcément mesurables. Mmh. Et du coup, j'ai l'impression qu'il faut vraiment qu'il y ait du partage, à ce niveau-là dans le binôme pour que ça puisse vraiment bien fonctionner, non? Je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, que j'ai une chance incroyable d'être tombée sur elle, et que, il y a vraiment un feeling qui est, très, très bon en termes de travail ensemble. Effectivement, j'aurais peut-être pas eu ça avec n'importe qui, mais voilà, j'ai une infirmière de pratique avancée avec qui enfin tout ce que tu viens de décrire là, effectivement, on le fait. On mange ensemble parfois pour parler de manière informelle des patients. Hier, c'était sur son chemin, elle s'est arrêtée au cabinet pour discuter avec ma secrétaire, et mon assistante médicale et puis avec moi aussi, enfin, il y a un travail d'équipe, qui se crée en fait, même avec, voilà,
en incluant tout le monde, en fait, hein, tout ce petit monde-là. Donc voilà et puis oui, vraiment, on a une même vision, enfin, heu, elles ont, elles ont des stages, en fait, hein, les infirmières de pratique avancée, des stages, où elles vont avec les médecins pour apprendre à enfin, voilà, comme les externes, les internes et cetera et je l'ai eu en stage et en fait, ouais, je me suis vraiment rendu compte qu'on avait, une même façon de procéder, pour les soins, pour, la prise en charge du patient, une même vision des choses, je pense qu'on est totalement raccord sur pas mal de choses et c'est vraiment très agréable de travailler comme ça. C'est sûr que c'est un couple, hein. Le médecin, infirmière de pratique avancée, effectivement, faut que ça fonctionne bien parce qu'effectivement, s'il y a des choses où on n'est pas, en phase, ça peut être plus compliqué, effectivement. Et je me mets 2 secondes à la place du patient, qui serait suivi par toi. Finalement, le patient, il est suivi par toi, plus, ton assistante médicale qui va voir quand, et viendra te voir toi en consultation, plus, l'infirmière de pratique avancée qui verra, entre 2 consultations avec toi, plus, la secrétaire, à qui il aura, affaire quand il voudra, un rendez-vous avec toi. Finalement, pour quelqu'un, qui s'est installée, toute seule, au fin fond de la cambrousse, Il y a un tas de monde, quoi. ben, il y a 4 personnes, quoi. Oui, il y a 4 per et encore, on n'est plus que 4, on était 5 il y a pas longtemps. Donc oui, oui, je suis d'accord, mais bon ça bah, les patients, ils acceptent pas mal ce fonctionnement parce que de toute façon, moi, ils me disent: «Vous faites comme vous voulez pourvu que vous teniez, si déléguer des tâches, si ça vous aide, vous faites comme pour vous, quoi. Enfin, vous faites, voilà, vous faites ce qui vous aide, tant que vous restez ici, quoi». Donc les patients acceptent très bien, toute l'aide que je peux avoir et je pense qu'ils trouvent ça bien aussi, hein. Ils sont aussi, voilà, ils sont aussi contents pour, Chloé, pour Edwige et cetera qui ont pu avancer un petit peu dans leur carrière. Donc effectivement, non, non, je peut-être que ça les perturbe parfois un petit peu parce que des fois ils confondent l'assistante médicale avec la avec l'infirmière. Bon, voilà, mais je pense au bout d'un certain temps, ils vont s'y faire. Mais oui, effectivement, je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule du tout. Et puis et finalement, finir médecin généraliste, dans la Creuse, ça a pas l'air d'être une punition pour toi? Non, pas du tout parce que, pas du tout, on a une qualité de vie qui est incroyable. Alors oui, je travaille beaucoup, je me sens pas seule, comme on vient de le dire. J'ai vraiment de la chance. Alors comme je disais, je voulais pas être avec une équipe avec qui enfin, je voulais une équipe, avec qui ça se passe bien. Je pense que c'était très important pour moi et là, j'ai vraiment la chance d'avoir une équipe, justement comme je voulais et puis voilà, au niveau de la vie privée, de la qualité de vie, ça moi j'adore, hein. Enfin, je pense qu'il faut aimer la campagne parce qu'effectivement, si on a envie de sortir à l'opéra tous les soirs, non, c'est pas possible. Bon, voilà, moi c'est pas mon cas, mais on peut se promener tout le temps. Il y a un endroit près de chez nous, il y a des concerts, assez régulièrement, surtout au printemps et l'été. Hem, voilà, il y a plein de choses à faire en fait. Moi j'ai même pas le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire en fait. Donc parce qu'il y a trop de choses à faire, bon parce que je travaille beaucoup aussi à côté, mais on s'ennuie pas et puis, voilà et puis financièrement, c'est très intéressant. Les charges sont pas très élevées, pour les loyers et cetera, pour les prêts. Les maisons sont pas chères et à côté de ça, ben, voilà, il y a un certain confort, par rapport à ça, quoi. Donc non, c'est pas du tout une punition. Enfin voilà et puis j'ai rencontré, outre mon ami qui était déjà sur place, j'ai rencontré plein de gens vraiment génial. Je me suis fait des amis, donc j'ai pas envie de partir. Moi, j'y vois un risque, c'est qu'à un moment donné, la charge de travail, vu la démographie médicale actuelle, devienne, trop importante et j'imagine qu'il faut savoir dire non et que c'est pas toujours facile? Ouais, tout à fait, c'est une problématique, importante. Pour rien cacher, au début de l'hiver là, fin décembre, début janvier, j'étais,
sur les rotules, vraiment. Ça faisait un peu plus d'un an, en fait, au 1er octobre, j'étais très, très bien. Je me suis dit: «Ça fait un an, ça y est, je suis installée, depuis un an toute seule et je suis encore vivante». Donc super, et puis en fait, finalement, l'automne s'est très, très mal passé pour plein de raisons. Et j'ai terminé l'automne et j'ai commencé l'hiver, vraiment pas bien. À me dire que si je faisais pas quelque chose, j'allais terminer, à l'hôpital de Saint-Vaury, qui est l'hôpital psychiatrique du coin. Donc déjà voilà, j'ai arrêté de travailler les samedis matins parce que avoir 2 jours dans la semaine, parce qu'on arrive, le vendredi midi, j'ai travaillé entre 50 et 55 heures, voire plus que si j'ai fait des gardes et cetera. Donc c'est déjà conséquent, sachant que bon, 40-45 heures, c'est bien pour moi. Souvent, je pousse, voilà, jusqu'à 50-55 heures, donc je vais toujours un peu plus. Mais oui, enfin, j'ai dû réduire un petit peu mon temps de travail parce que sinon j'allais craquer. Effectivement, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de réflexions cet hiver par rapport à ce que j'acceptais ou pas dans ma pratique, dans mon rapport aux patients, et cetera. Donc maintenant, j'ai un peu changé d'optique et c'est plus important de me protéger psychologiquement, que de vouloir en faire trop et de sauver le monde là, ou je sais pas quoi. Enfin voilà, je sais pas comment dire, mais voilà, de vouloir combler absolument le vide en fait, le vide de médecin. Parce que c'est vrai qu'on a des fois ce désir-là de se dire, ben, on est dans un désert médical et en fait, il faut en faire le plus possible, et pour combler, surtout quand, comme moi, on fait ça pour aider les gens, pour se rendre utile, ben, on a toujours envie de se rendre plus utile, d'aider plus les gens. Mais sauf qu'en fait, on peut pas aider les gens si on est obligé de s'arrêter de travailler parce on va plus bien, quoi. Donc oui, j'ai changé pas mal d'optique et d'orientation là-dessus. Donc maintenant, effectivement, je fais attention à moi aller bien avant de faire en sorte que les patients aillent mieux. C'est pas contre les patients, mais c'est que de toute façon, si moi je fais pas attention à moi aller bien, les patients ils iront pas mieux non plus. Donc oui, c'est une prise de conscience de la primo-installation, de la jeune médecin toute seule en campagne, effectivement, et il y a toujours un moment où je pense on va on va prendre cette claque dans la figure en fait et de se dire, voilà, il faut qu'on fasse autrement, sinon ça va pas aller, quoi. Et après voilà, de toute façon la démographie médicale, elle va baisser partout. Et j'avais pas vraiment l'intention de m'installer dans un endroit où il y a 4 médecins au mètre carré. Donc de toute manière, cette décroissance de la démographie médicale, je l'aurais subie à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre. Donc et je me dis que de toute façon, là voilà, je suis à mon je suis à mon rythme de croisière. Je peux pas l'augmenter. Si je diminue pas, c'est bien, et voilà. Et puis alors c'est bête, hein, mais mon amie vétérinaire justement, quand j'étais, un peu au plus mal cet hiver, elle m'a dit quelque chose qui paraît très bête, mais qui sur le coup m'a paru très sage. Elle m'a dit: «Mais en fait, le but du jeu, c'est pas d'être à 120 tout le temps, c'est d'être à 90 tout le temps, parce que si tu es mathématiquement 120 tout le temps, ça ne fonctionne pas». Elle dit: «Il faut être juste en dessous de ton max tout le temps parce que sinon de toute façon tu peux pas tenir». Et je pense qu'elle sait de quoi elle parle parce qu'elle, ça fait déjà quelques années qu'elle est installée, ici, et elle a dû, voilà, être confrontée, à ce genre de soucis aussi, puisqu'ils travaillent beaucoup là, les vétérinaires. Donc en fait, je me suis dit: «Oui, enfin, c'est bête effectivement, 120 pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas possible. C'est mathématiquement impossible, donc il faut réduire, en fait». Donc voilà, je n'irai pas, enfin, voilà, je fais ce que je peux et je n'irai pas au-delà de ce que je peux parce que c'est pas, enfin, c'est pas viable. Donc après voilà, je suis pas responsable de la démographie médicale. Au contraire, j'essaye de faire ce que je peux. Donc heu, donc après les solutions, il y a d'autres solutions qui existent, mais Mais oui, tu n'as pas toi-même à pallier le problème
démographie médicale. Je te remercie. Ah, j'ai oublié ma dernière question. Ma dernière question rituelle, quelle est ta tenue de travail? Je travaille en civil. Alors, je suis en Pas de blouse. ouais, pas de blouse, t-shirt, basket, jean, robe parfois. Voilà. Pas de talons. Pas de talons pour aller dans les fermes, ça va pas. J'allais te demander, est-ce que les bottes font partie de la tenue indispensable du médecin en Creuse? Ça dépend. Alors, ouais, l'hiver, c'est bottines quand même. L'hiver est en mi-saison, je suis en bottines. L'été, je suis en basket et je m'essaye parfois à des sandales quand il fait bien sec, mais plates, quoi. Effectivement, je m'amuse pas à aller dans les fermes avec des talons. Je te remercie Marion d'avoir partagé ton expérience et de m'avoir appris, de m'avoir montré concrètement comment on pouvait travailler avec une infirmière de pratique avancée. Merci beaucoup. Bah, merci à toi de m'avoir permis d'exposer tout ça. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Podcast La Consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt.